Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam. J'ai un pseudo imprononçable sur Twitter, qui avait l'avantage d'être disponible sur tous les réseaux sociaux, sauf un espèce d'enfoiré, hein, on peut le dire, qui me l'a tapé sur Pokémon Go. Et dans la vie, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Hop. Coucou. Moi c'est Clément de Lafargue, je suis CTO de Clever Cloud et je suis un ayatollah du fonctionnel par ailleurs. Mais dans ce talk ça devrait bien se passer. Euh, Clever Cloud, pour faire rapide, Clément, que les Euh, gens aient une Cle- idée de ce qu'on fait. Clever Cloud, pour faire rapidement, nous on fournit de l'IT automation, c'est-à-dire que on s'assure que vos applicatifs web tournent correctement et c'est pas juste démarrer le service, c'est s'assurer qu'il tourne, qu'il redémarre s'il crash, tout ce qui est mise à jour système, collection de logs et tout. On fournit ça à la fois en offre cloud public et à la fois en offre on-premises pour nos clients qui veulent avoir une localisation des données chez eux. Et c'est un métier qui est... Ah non, pas du tout, je confonds les boutons. C'est un métier qui est assez cool. En fait, on a des clients dans 2100 villes dans le monde. Juste des gens qui guide push leur app et nous, on s'occupe de tout, quoi. Et on a même des mecs qui nous payent à Katmandou. Le jour où j'ai vu ça, ça m'a fait rêver, quoi. Après, j'ai essayé d'expliquer, je pense que ce serait bien que j'aille les voir et tout. Euh, et en fait, ça, c'est assez cool parce qu'on a appris plein de trucs en faisant ça. On fait du support pour ces gens-là. Et du coup, on a appris plein de trucs sur les bons projets, les mauvais projets, ce qui se passe bien, ce qui se passe mal. Et du coup, on essaye de donner à la communauté, on essaye d'écrire des articles. Régulièrement, on essaye d'écrire des articles de blog un peu synthétiques sur des sujets. Et sinon, on donne des talks. Et puis voilà. Bref, aujourd'hui, on va vous parler de systemd. Alors, systemd, son arrivée sur le marché a été, je dirais, fracassante. Ça a déclenché une guerre absolue, et notamment certains ops historiques étaient là, genre Init Forever, systemd mourra, tout ça. Bon, aujourd'hui les mecs ont globalement perdu, hein, puisque systemd s'est imposé partout. Upstart enfin, va finir par s'effondrer dans un coin, et globalement systemd a pris le contrôle du système Linux. Et l'objet de ce talk est de se dire pourquoi, dans quel sens, qu'est-ce que c'est le boulot d'Init1, etc. Et donc du coup de commencer à travailler là-dessus. Juste pour savoir, qui dans la salle pense que systemd est la nouvelle personnification de Lucifer en personne sur la planète Terre? Évidemment. Qui vit bien quand même avec ça? Qui a aucune putain d'idée de ce que c'est que systemd et d'initd? Ok, cool. C'était juste pour qu'on ait le bon niveau de discours. Ok, donc, d'abord, je dirais qu'il faut comprendre ce que c'est que le process PID1 dans un Linux kernel. Clément, quand on dit process PID1, qu'est-ce qu'on veut dire en fait? Bah, c'est le premier process qui est démarré, c'est-à-dire que quand on démarre l'ordinateur, enfin, quand on démarre notre machine ou notre machine virtuelle, c'est le premier process qui est booté, c'est-à-dire le process qui fait vraiment le boot monte les disques, s'assure que tout est bon et passe la main à un process, et c'est le premier process PID1. C'est un process qui a pour rôle évidemment de démarrer le reste du monde. Puisque c'est le premier process, c'est lui qui va aller démarrer tous les process nécessaires pour faire tourner la machine. Et du coup, c'est lui qui va gérer le cycle de vie des process, ce qu'on appelle les démons, c'est les process à longue durée de vie qui restent actifs pendant que toute la machine est up. Euh, C'est-à-dire qu'il les démarre, il les arrête, il a un autre rôle qui est de se dire les processus orphelins, je fais le ménage. Donc encore une fois, l'un des rôles d'init, c'est de faire le ménage des processus qu'on appelle zombies en fait. Et également de s'assurer qu'on démarre les process dans le bon ordre. C'est-à-dire que si vous démarrez le process de gestion du network euh, après avoir démarré la base de données qui devait écouter sur le network, ça se passera mal. Donc vous devez décider en fait dans quel ordre on lance le process. C'est limpide ce truc-là ou pas? Et il regarde aussi les process, voir quelle vie ils ont, et éventuellement on va relancer les process. C'est-à-dire que par exemple, vous n'avez pas du tout envie que SSHD meurt. Vous avez envie que si jamais SSHD meurt, quelqu'un pense à le relancer. Sinon vous ne pourrez pas réaccéder au serveur, c'est chiant. Donc
vous voulez vraiment que quelqu'un s'occupe de ce process-là, et si jamais le process meurt, le relancer. Donc ça, c'est un boulot de monitoring des process. Donc voilà, il a beaucoup de tâches, ce PID1, qui sont liées à ça. Il y a également un autre boulot qu'on lui dédie. C'est c'est aussi un boulot de toutes les tâches, pas forcément les choses à démarrer au démarrage de la machine, mais des tâches qu'on veut effectuer un peu plus tard, ou alors des tâches périodiques. Typiquement, faire des backups, par exemple, c'est quelque chose qu'on veut qui tourne régulièrement. Et ça, bah, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour démarrer ces process, vu qu'ils sont démarrés dans un contexte non interactif. Il n'y a pas quelqu'un qui tape la commande et qui lance le programme. Donc tout ce qui est cron, bah, faut qu'il y ait quelqu'un qui pense à démarrer cron. Et en fait, historiquement, tout ce boulot-là, depuis des années, c'est fait pour un truc qui s'appelle initd, qui est hérité de System 5 en Unix, et qui n'était pas spécialement moderne dans son approche et sa vision des choses. Et comme un certain nombre d'outils GNU, il y a une bande de jeunes développeurs fringants qui ont débarqué et qui ont dit on va réécrire ces trucs-là de façon un peu jeune. Et en fait, quand on parle de systemd, en général, on parle de la galaxie systemd. Et souvent, on dit systemd fait tout, c'est pas vrai. Là, on vous parle juste de systemd en tant que tel. Et systemd, il fait très peu de choses, en fait. Il fait le boulot d'init. Après, dans les trucs qui s'appellent systemd-quelque chose, il y a plein d'autres machins. Parce qu'en fait, c'est devenu une sorte de cri de ralliement des nouveaux outils du système GNU. Et en fait, ce qu'il faut comprendre quand on fait du systemd, de l'init, c'est que l'init, la configuration, c'est du bash. Quand on dit du bash, Pas beau du bash. c'est-à-dire que c'est pas de la config en fait, c'est du code, enfin du script. Et on prend un exemple. On a un petit exemple, ouais. Par exemple, essayons de booter GitLab. Bah, GitLab, ça, c'est donc le support officiel de GitLab, hein, n'est-ce pas? Nous avons le git bash, le bash qui est l'init des scripts de lancement de GitLab. Et ça, en fait, c'est une tartine d'à peu près 500 lignes. Donc, c'est du bash d'une lisibilité tout à fait agréable, hein, n'est-ce pas? Vous avez des if et des else partout. On fait des trucs que personne ne comprend en bash qui datent de l'an 40 000. Alors, Ouais. vous avez peut-être pas vu au tout début du fichier, la cinquième ligne du fichier est Do not edit this file, it's automatically generated. Attends, j'y retourne, mais Ok. c'est long. Voilà, C'est j'y long. suis. Voilà. Donc le truc est tellement pourri qu'on est obligé de l'auto-générer en fait. Vous voyez, c'est marqué. Attends, je peux me servir du pointeur laser. C'est trop bien. C'est marqué là. Vous voyez, n'éditez pas ce fichier. Vous ne savez pas ce que vous faites. Nous non plus. Donc voilà. Et donc, nous avons beaucoup de bash. Et donc, quand on veut modifier le comportement de ce machin-là, vous êtes censé aller là-dedans. Enfin, sauf qu'on vous dit de pas le faire. Mais on est donc censé aller là-dedans. Et quand on dit que c'est du bash qui gère la configuration de systemd, putain, c'est long ce truc. Ouais, je crois. Ah ouais, c'est là. Ah voilà. À la fin, vous avez littéralement le parsing des arguments. C'est-à-dire que initd, il ne gère même pas la notion de start, restart, stop. Non, ça, il s'en branle en fait. Lui, il balance juste un fichier bash. Et c'est là que vous faites le parsing de start, de stop, de restart. Et ça, d'ailleurs, vous avez le reload et le force reload. En fait, dans le cas de GitLab, c'est la même. Hein, on s'en branle. Whatever, tu vois, genre. Tu voulais faire un -f, bah vas-y, c'est pareil, on s'en fout. Et donc ça signifie qu'en fait, vous faites tout là et que vous êtes sur de la convention. Et alors le jour où vous voulez mettre ça à jour, c'est le bonheur. Hein. On est sur un niveau de bonheur assez étendu là, je dirais. Donc la maintenabilité d'un truc pareil, c'est gigantesque. Hein. Donc vous avez 500 lignes de bash, le langage le plus didactique du monde. C'est imbitable sa race. Vous vous baladez dans un machin qui écrit des fichiers, exporte des variables, bricole des machins pour essayer de savoir qui a booté, avant quoi, dans quel sens, pourquoi, tout ça. Et vous n'y comprenez mais littéralement rien, surtout que c'est lié à la culture gourou et aux croyances de l'Obs qui a écrit le bordel. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Du coup, posons-nous la question, GitLab, il a besoin de quoi pour fonctionner? Clément? Yes.
Il y a 4 process en fait qui font tourner GitLab. Tiens, je veux bien le bordel, ça sera plus simple. Donc GitLab c'est une application Ruby. Donc il y a un unicorn qui va faire tourner Ruby. En gros, qui va prendre les requêtes et qui va les forwarder au process Ruby. Il y a Sidekick pour la gestion des tâches asynchrones. Un système d'envoi de mail. Alors, il fait pas seulement l'envoi de mail Mailroom, il est également capable de dépiler des mails Oui, exact. sur un compte IMAP pour quand vous savez, vous recevez des mails d'issue, vous replayez et du coup ça reply dans l'issue. Donc Mailroom il va assez loin parce qu'il dépile des mails, etc. Et après il repart à Sidekick pour que Sidekick écrire des trucs dans le GitLab. Enfin, c'est pas si simple que ça, quoi. Effectivement. Et après, il y a le bidule en Go qui fait tout un tas de trucs que j'ai pas été regarder en détail. Alors, Workhorse, en fait, c'est une sorte de reverse proxy applicatif chelou qui vous fait le Git HTTP et qui décide entre les différents process de GitLab à qui causer, pourquoi, dans quel sens. Et il se trouve que c'est écrit en Go. Pour autant, vous avez d'autres dépendances du machin. Ouais. Notamment dans les dépendances, vous avez un web server. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre derrière Apache ou Nginx. Bon, en vrai, mettez-le derrière Nginx, c'est déjà suffisamment relou à gérer comme truc. Et c'est également lui qui fera du coup la terminaison SSL. Vous avez un Redis qui sert à toute la mémoire en cache et la communication interprocessus. Vous avez éventuellement un mail server ou au moins un mail server distant avec lequel vous allez pouvoir envoyer et recevoir des mails. Vous avez besoin d'un mail server. Et vous avez une database, MySQL ou Postgres. Utilisez Postgres, long story short. Ça, c'est la base de données où il ne faut pas effacer en prod. Donc ça, c'est l'ensemble des services que vous avez. Désolé. C'était mesquin, ça. C'était mesquin, désolé. Pas pu m'en empêcher. Notez bien qu'ils auraient pu être hébergés chez Clever. Non, on va pas rentrer Non, là-dedans. en gros, câlin aux ops GitLab qui ont géré cette merde par ailleurs. Bref, donc ça, c'est l'ensemble des services dont on a besoin sur une machine pour faire tourner le machin. Mais si on y réfléchit bien, c'est pas les seules choses. Parce qu'en fait, alors oui, je vais parler de la task après. En fait, vous avez besoin que votre file system soit monté et prêt, vous avez besoin du network, vous avez besoin que le user management system de Linux soit prêt, etc. C'est-à-dire que quand on dit les dépendances, ça c'est les dépendances directes. Mais en fait, vous avez plein d'autres dépendances au système qui sont intrinsèquement liées. Et quand vous hébergez un GitLab, théoriquement, encore une fois, ça peut être utile en cas de quelqu'un qui irait effacer des dépendances. Bref, vous avez besoin de faire une tâche récurrente qui sont les backups. Est-ce que tout le monde comprend de quoi on parle jusque-là ou est-ce qu'il y a une question? Du coup, les grandes questions qu'on se pose quand on fait de l'initialisation de processus comme ça, c'est est-ce que le processus bidule a booté et du coup est-ce que le processus machin peut être démarré? Littéralement, par exemple, dans le cas de GitLab, est-ce que Postgres et Redis sont prêts? Parce que du coup, je pourrais démarrer Unicorn. Parce que si Postgres et Redis sont pas prêts, si je démarre Unicorn, il va se vautrer, ça va être chiant. Vous voyez l'histoire d'ordonnation de qui démarre en premier. L'autre question, c'est si jamais bidule crash, qu'est-ce que je fais de machin? Est-ce que je le tue instantanément? Est-ce qu'en fait on s'en fout? Enfin, non, c'est une vraie question en fait. C'est dans quel sens on va gérer les échecs des gens? Est-ce que si bidule crash, je leur démarre tout seul et en fait les autres vont se démerder? Ou est-ce que... Voilà, donc c'est des questions qui se posent. Est-ce que machin aura créé sa socket d'activation? Est-ce que bidule aura créé son PID file? Enfin, on se pose plein de questions comme ça qui sont de l'ordre de l'ordonnation de l'ordre des trucs. Ok? C'est bon? Ouais. Il y a aussi souvent la gestion des logs. Donc en gros, notre process, il va émettre des logs et faut aller les choper et les mettre dans un fichier. La gestion des logs dans des fichiers, ça peut devenir une histoire relativement compliquée puisqu'on ne veut pas qu'on ait un énorme fichier qui fasse des centaines de gigas. Donc on a ce qu'on appelle la rotation de logs. Où en gros on va découper les fichiers et faire ça. Non, attendez, je vais vous simplifier la vie. En fait, vous ne stockez pas les logs dans des fichiers, vous concentrez les logs dans des concentrateurs de logs. Donc ça veut dire que tous les logs passent dans le réseau et sont traités par des trucs qui les concentrent, qui les stockent et qui les gèrent. Il y a une pile qui est très connue en open source pour faire ça qui s'appelle ELK. Elasticsearch, Logstash, Kibana. Il y en a d'autres qui sont capables de traiter plus de volume si jamais il y a un problème. Mais globalement, jamais vous ne foutez les logs sur la machine. D'ailleurs, ça sert à rien, parce qu'une fois que la machine est plantée, si vous voulez savoir pourquoi elle a planté, vous avez besoin des logs. Et si les logs sont dans la machine, enfin, c'est chiant, quoi.
Donc globalement, hélas, dans la plupart des scripts d'init, il y a un truc qui balance dans un fichier et c'est une source de complexité assez incroyable parce que quand on est en train de bouger les fichiers et qu'on essaie d'écrire dedans, ça se passe mal. Donc le mieux pour éviter les problèmes, c'est de effectivement pas écrire dans des fichiers et se démerder autrement. Et aussi un process qu'on lance, on n'a pas envie de le lancer en route, enfin, sauf dans certains cas. Mais En fait, normalement, vous ne lancez pas de process en route applicatif. Hein, voilà. Normalement. Euh, Sauf si vous vous appelez Docker et que vous utilisez des Docker, et dans ces cas-là, vous lancez tout en route parce que fuck la life. Mais Bref, non, c'est méchant, il y a des namespaces maintenant dans Docker. ouais. Et ça empêche d'utiliser plein de... Bah, bref. Non, globalement, quand on démarre un process, on va lui attribuer un user et comme ça, il va faire son caca dans son coin avec son user et il va pas pourrir tout le système. Également, peut-être que vous voulez démarrer votre process avec des variables d'environnement, ce qui veut dire que vous allez devoir hydrater votre processus avec des variables d'environnement. Donc ça veut dire que dans votre fichier bash, vous allez vous mettre à faire des exports, sources, bidule, machin, et donc sourcer vos variables d'environnement. Et vos variables d'environnement, vous allez les chercher quelque part. Et donc en fait, je rappelle, hein, utiliser les variables d'environnement pour mettre la conf est une bonne pratique. Hein, et en plus, vous pouvez faire plein de trucs super drôles avec les variables d'environnement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, il y a des talks, il y a des articles de blog de Julia Evans sur comment fonctionne tout /proc et comment les bricoler des trucs là-dedans, et vous verrez, c'est super drôle. Mais toujours est-il que vous avez à un moment besoin de charger des variables d'environnement quand vous bootez des processus, et quand vous le faites à la mano dans le bash, mais c'est toujours aberrant parce qu'en fait, en général, les mecs exécutent du code. Et donc en fait, s'il y a la moindre merde dans les variables d'environnement, ça casse, et en plus ça casse en route, c'est génial. Enfin, Et ça source de la puis, dope dans le route, ça pète le pass, j'adore. s'il y a d'autres process qui sont lancés dans la procédure de Bootstrap, bah, eux aussi récupèrent l'environnement qu'il n'aurait pas dédié, enfin qu'il n'aurait pas destiné, c'est un peu galère. Et Euh, ouais, ça c'est un vieux truc qui se fait du temps des démons, c'est que le but d'un démon, en gros, c'est qu'il rende la main. On le demande de démarrer, mais on veut pas le garder en premier plan. Donc il y a une vieille bidouille qui s'appelle le double fork où en gros le truc qui démarre le démon fait un triple loot se piquer et sans les mains et hop, il a échappé au contrôle de la personne qui l'a démarré. Et, et du coup, bah, il tourne dans son coin et c'est pour ça qu'après on écrit un PID dans un fichier pour être capable de lui parler parce que sinon en fait s'il n'écrit pas le process, l'identifiant de process dans lequel il tourne, on ne sait plus où il est en fait. et donc du coup, on va scripter le fait qu'il aille écrire son satané identifiant de process dans un putain de fichier, enfin, tout ça pour qu'il rende la main. Voilà. Alors qu'à la base c'était juste pour avoir un truc qui rend la main et on se retrouve avec une bidouille de plus à gérer. La main, quoi. C'est ça. C'était quoi cette slide? C'était une slide blanche. Et après, en fait, ce qui se passe. C'est que si vous utilisez initd, c'est moi qui ai écrit ça, je sais Ouais, ce que je voulais dire. mais moi aussi. Si vous utilisez Merde. initd, en fait, votre process management, il diffère en qualité en fonction de la qualité des bash scripts écrits par les ops que vous avez en interne ou par les packagers, par exemple les packagers de la distribution Debian. Et donc, en fait, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes réellement dépendant de la qualité de code de bash script. C'est ça. Quand on dit ça, c'est quand même vachement anxiogène, non? Il y a un autre truc qu'il faut voir en général, c'est que pour créer un fichier initd, il y a un fichier dans etc/rc.d/skel qui est le fichier qui fait déjà genre un gros volume de bash. On le copie-colle, donc on renomme le truc, et puis il y a genre 5 lignes où il y a marqué coucou, modifiez-moi. Et du coup, on se retrouve à copier-coller du bash et aller modifier des trucs en plein milieu, avec aucune garantie qu'on n'a pas oublié un truc quelque part, et que notre soft se correspond bien à cette manière de faire. On se retrouve rapidement avec une pile de scripts bash, tous plus ou moins pareils, tous plus ou moins copier-coller les uns des autres, mais avec aucune garantie de cohérence entre chacun. Note, on pourrait régler ça si on avait une bonne gestion de la dépendance en bash. Par exemple, C'est celle ça. de Go, quoi. C'est fini l'apéro troll, Quentin. Merde. Euh, Non, ça tu l'as et déjà dit. surtout, à chaque fois que vous voulez changer une configuration, ça implique de réécrire le bash code. Ce qui est très long en fait, parce que imaginez que vous décidiez de changer de la configuration,
par exemple, le user qui lance, ça veut dire que vous allez vous taper le bash code de l'init script pour changer les users. Il faut aller mettre ça en mode frontal et s'en occuper, quoi. Voilà. Maintenant, parlons de systemd. Systemd, c'est de la configuration plutôt que du scripting. L'idée fondatrice du truc est de dire genre arrêtez de faire des scripts, expliquez-nous comment devrait fonctionner votre logiciel et systemd s'en occupera. Mais surtout, vous n'écrivez pas de script. C'est un peu pour comparer, quand on a arrêté d'aller écrire des scripts Ant nous-mêmes pour décrire la structuration de son projet dans Maven, c'était quand même un peu moins chiant. Qui utilise encore Ant? Désolé. Pas des os. Et globalement, tout ce qu'on a décrit, le bidule de le double fork, du PID, la gestion des logs, la gestion du démarrage, tout ça, c'est des trucs qui Les sont variables d'environnement, tout ça. des variables d'environnement, des dépendances. Ça, c'est des trucs qui sont globalement toujours à peu près les mêmes. Enfin, en tout cas, c'est les mêmes concerns à chaque fois. Donc ça, c'est des trucs qui sont fournis de base par systemd. Et donc prenons par exemple un bout de service systemd. Donc en systemd, on va faire un service là par exemple pour booter notre GitLab Unicorn. Et donc comme vous voyez, c'est assez simple. On a une description, on dit qu'on a besoin de Redis, on dit qu'on aurait besoin soit de MySQL, soit de Postgres, et que du coup, on doit booter après Redis, après MySQL, après Postgres. Dans l'absolu, en service, on dit qu'on va travailler avec le user qui s'appelle Git, que notre working directory, vous savez, au lieu de faire un CD poucrave dans le bash, on dit qu'on bosse dans ce dossier-là, que notre les variables d'environnement, c'est raise env égale production, qu'on a un identifiant syslog propre, donc comme ça on a pensé à le mettre, alors que la moitié des init scripts oublient de le mettre, et on dit où est-ce qu'on va aller coller le satané PID file, histoire de savoir où est-ce qu'il est. Et ensuite on donne la commande pour démarrer le machin. Quand on fait du sidekick, ça se ressemble vachement, hein. Vous avez des require, des once, des after. On définit le type de booting du process. Là, on sait qu'il va faire du fork pour se booter. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant, de marrant? Rien? Non, ok. Ouais. T'avais décidé, ok, ça me va. Non, il n'y a pas grand-chose. Dans le cas de Mayroom, qu'est-ce qu'on a de marrant? Si, un truc qui est marrant, c'est le one-shot. Là, en fait, on sait qu'on est en train d'utiliser plus ou moins un script de starting. Et donc, du coup, on sait qu'en fait, le script de starting va lancer le process, faire n'importe quoi. Et donc, en fait, il existera après l'exit. Et donc, systemd retrouvera ces petits comme ça et saura que le process est toujours là. Parce qu'en fait, si tu repasses juste avant, on voit qu'on utilise deux scripts. Là, vous voyez, on utilise des binaires de scripts avec un exec start et un exec stop qui, en fait, vont faire leur vie. Vous voyez le délire? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Workhorse, non, Workhorse, c'est pas très intéressant, franchement, il se passe rien. Fini. Et quand on bosse avec systemd, alors on arrête d'utiliser init, ctl, enfin l'init, j'ai oublié ce que c'était en fait, c'était quoi? Ben non, en fait, t'appelles directement les scripts en fait. Ah ouais, c'était vraiment une mauvaise idée. Parce que c'est eux qui parsent le... Du coup, en fait, là, à chaque fois qu'on fait des choses, on fait du systemctl. Et systemctl, on peut start, stop, reload, on peut demander le statut d'un truc. Le truc à savoir, c'est qu'en fait, si vous modifiez les scripts de configuration de systemd, par défaut, il ne les prend pas en charge. Il faut que vous fassiez un daemon reload. Il va aller retrouver tous les scripts de configuration, charger la conf, et là, vous pourrez vous servir des nouveaux. Voilà, c'est la petite subtilité à connaître. C'est que par défaut, si vous chiez dans vos scripts, il ne va pas les charger tout seul, quoi. Après, ouais, il le dit de toute façon. Ce qui est intéressant également là-dessus, ouais, en fait, quand vous tapez des commandes systemctl sans avoir fait un daemon reload, il vous dit t'es sûr que tu veux pas faire un daemon reload avant parce qu'en fait, il y a des fichiers qui ont changé. Il est intelligent, systemd. Le point qui est intéressant là-dedans, c'est que start, stop, reload, status, tout ça, c'est des commandes normalisées de systemctl. C'est pas à vous, vous voyez, vous faites pas de parsing de commandes. Par défaut, on gère les process et donc on gère ces noms-là de commandes. Ça vous va, c'est clair ce que je dis? Yes. Cool. Bon, alors pour finir, il y a 2-3 concepts de base dans systemd.
Le plus central, c'est unit. Un unit, c'est un truc qui représente une ressource ou quelque chose qui va tourner sur la bécane. Il y en a plein de types. Non, si je regarde pas le bon écran, ça ne marche pas. Le plus simple, c'est le service. Un service, c'est globalement ce qu'on va appeler Un démon. potentiellement un démon, ou pas même. Enfin, en gros, un programme qui tourne. On le dit comment le démarrer, on peut le démarrer. On peut le démarrer sous condition, ça c'est intéressant. Si, à la différence d'un démon qu'on voudrait voir tourner tout le temps, les services ils peuvent démarrer sous certaines conditions, pour faire des trucs assez sioux. Et surtout, c'est les dépendances. Avant de démarrer un service, systemd va s'assurer que toutes ces dépendances sont là. Il y a un truc aussi qui est pratique, c'est le target. C'est un groupe en fait d'units. Si vous clignez, si vous louchez suffisamment, ça ressemble vaguement au run level dans initRD, mais c'est pas que ça en fait. C'est entre autres utilisé pour dire ça c'est tous les units qu'il y a besoin sur un système multi-user. C'est tous les units qu'il y a besoin sur le network. Donc comme ça, vous pouvez dire, moi pour tourner, j'ai besoin du network. Vous n'avez pas besoin d'aller lister tous les services qui constituent le network. Mais ça peut faire plein de trucs en fait. C'est un groupe. On met plein d'units dans un target et le target représente ce groupe-là. C'est plus générique que ça, quoi. Il y a des trucs assez cool qu'on peut faire, ce qu'on appelle la socket activation ou la pass activation. C'est ne démarrer un service que quand il y a quelqu'un qui va parler au socket sur lequel le service doit répondre. Ça permet de gagner en temps de démarrage du serveur, de faire des trucs assez sympas. En gros, on va aller parler sur un socket, systemd va mettre en buffer la requête qu'on envoie, va démarrer le service et dès qu'il est démarré, va lui passer ce qui s'est donné. Et c'est pareil avec les passes, on peut faire ça sur des fichiers. On parlait des crons tout à l'heure. Un timer, c'est une unit qui va dire j'ai besoin qu'une autre unit se lance à intervalles réguliers, dans tant de temps, des choses comme ça. Ça, par exemple, ça fait partie des trucs qui ont énervé certains mecs, c'est que effectivement, systemd se passe de crontab. Qui a compris un jour le fichier crontab là qu'il fallait éditer, vous savez, avec les étoiles là. Vous trouvez ça agréable? Moi, à chaque fois, j'ai lire la doc de cette merde. Là, par exemple, si on prend l'exemple de notre backup, en fait, on va définir deux fichiers. Il y en a un qui est le point timer, où on commence par dire c'est une unit. Le timer, il dit qu'il faut le faire de façon on calendar daily, que c'est persistant, voilà. Et ensuite, il y a un service qui est fait. Tu veux bien passer à la suite? Pardon. Et là, en fait, on dit que le service il est de type one shot, que l'utilisateur c'est Git, et que pour faire le backup, et là j'avais écrit un bout de script bash, c'est un peu compliqué, on a un framework de backup un peu compliqué enfin non, pas compliqué, mais enfin on a un framework de backup dans Clever, et donc le framework de GitHub après faisait sa vie, et c'est son problème de s'assurer, parce qu'en fait le framework de backup t'assure que les backups ont été faits, qu'elles ont été vérifiées, qu'elles existent, qu'elles sont on time, etc. Donc c'est là où on passe sur un script sans s'énerver. Voilà, hop. Après, il y a tout ce qui est file system et point de montage. Donc par défaut, systemd est capable de lire votre fichier etc fstab et de générer ces trucs-là. Mais on peut les écrire dans des cas un peu spécifiques où on a des partitions chiffrées, où on a un vrai besoin de séquence dans le montage des points ou de l'automount. On est capable d'expliquer un peu plus précisément à systemd comment se débrouiller avec ça. Et il y a un autre truc, c'est une feature rigolote mais pas très utile. On peut faire un snapshot du système. Il va regarder tous les services en cours, il va stocker leur état. On va faire un truc et pouf, on reprend le snapshot et on revient à l'état précédent. Alors, si on a besoin d'aller en speed dans un shell d'urgence pour régler un problème, on prend un snapshot, on va dans notre shell et après on revient, on réapplique le snapshot et tout redémarre comme avant. C'est pratique, mais c'est pas totalement fini, donc c'est une feature comme ça que j'ai listée pour la connaître, mais c'est pas un truc dont on sert tous les jours. Et les slices, ça permet d'utiliser les C-groups pour en fait, les services vont se retrouver dans des C-groups et on va pouvoir faire des choses, enfin tout ce qu'on peut faire avec des C-groups, ça va permettre de mettre des restrictions sur Restrictions sur les quotas d'utilisation du hardware en fait, particulièrement les C-groups.
Voilà. Il reste 8 secondes, donc je vais aller très vite. Il y a 2 trucs. Je vous encourage à lire la man page, parce que à force de parler, on n'aura plus le temps. Systemd Spawn, ça permet de sort of lancer des containers de manière super light, mais ça permet de faire des trucs rigolos. Et en back-end, c'est ce qui est utilisé par RKT. Par Rocket. RKT, voilà. Et il y a Systemd Run qui permet de lancer un programme dans un service éphémère, ce qui permet par exemple de lancer un process user en lui donnant des restrictions de RAM et tout en speed, sans avoir à rien faire d'autre que lancer une commande. Ça, c'est assez pratique. Et voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous a fait un coupon pour utiliser Clever Cloud. 2, on est là pour prendre des questions. 3, il y a des putains de stickers ici si vous voulez.